Éco 40, l'actualité économique en 40 minutes. Analyse, décryptage, prospection et proposition. C'est toutes les semaines sur New World Economy. L'entrepreneuriat, machin, c'est beau. Mais il faut aider les jeunes à entreprendre. L'emballage, dans toute économie d'ailleurs, occupe une place de choix, une place prépondérante. Et l'économie togolaise n'en fait pas exception. Monsieur Amouzou, Oui. merci d'être passé. Merci à On vous. va y aussi. revenir. Chaque semaine, Mathieu Gaillet et ses invités passent à la loupe tout sujet ayant trait à l'économie et au développement sur votre antenne. Opérateurs économiques et décideurs du monde économique, Éco 40, c'est pour vous. Éco 40, c'est sur le bouquet New World TV numéro 2810. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à notre programme. Vous regardez New World Economy et nous vous en sommes très reconnaissants. Aujourd'hui, nous allons devoir plonger au cœur d'un sujet essentiel pour toute organisation moderne. Comment le marketing et la qualité d'accueil peuvent transformer une simple interaction en une expérience mémorable. Dans un monde où les clients sont de plus en plus exigeants et volatiles, la manière dont une entreprise accueille, écoute et accompagne devient un élément stratégique et décisif. Avec notre invité en plateau, nous allons comprendre comment créer ces expériences qui marquent, qui fidélisent par la même occasion et qui renforcent l'image de la marque. L'invité, son nom est Si Enyonam Kodi. Madame Diallo, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Bonjour, Monsieur Mathieu. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous allons au premier point essayer de poser les bases essentielles et clarifier les concepts. Pour commencer, on va faire simple. Madame Enyonam, alors comment définirez-vous l'expérience client dans le monde ou bien dans le contexte actuel? Ok, lorsqu'on parle de l'expérience client, Oui. c'est l'ensemble des perceptions et des émotions qu'une marque apporte à un client. Oui. Cela voudra dire que lorsqu'un client rentre en interaction avec une entreprise, est-ce que le client ressort considéré, rassuré ou froissé? Donc, c'est ces émotions que ce client vivra avec l'entreprise. C'est ce qu'on appelle expérience client. Merci Oui. bien pour cette explication. En quoi consiste alors le marketing moderne et peut-il être dissocié bien sûr de la qualité de l'accueil? Je dirais non, on ne peut pas dissocier le marketing de l'accueil. Quand je pars de la définition du marketing qui est l'ensemble des techniques qu'une entreprise met en place pour comprendre d'abord les besoins de ses clients et de pouvoir attirer ses clients de sorte à ce que ces derniers puissent acheter leurs produits ou services. Ça montre déjà que pour que le client puisse vraiment s'ouvrir, Oui. il faut déjà qu'on accueille très bien ce client. Lorsqu'on arrive à accueillir le client de façon professionnelle, ce client peut s'ouvrir et vraiment parler à cette marque pour que cette marque puisse comprendre réellement ce dont le client a besoin. En un mot, l'accueil est très très important Absolument. dans une entreprise. Tout à fait. Parfait. Selon vous, quels sont donc les piliers d'un accueil professionnel qui contribue par la même occasion réellement à l'image de la marque? Par exemple, nous allons prendre une société, on prend le groupe New World Télévision. L'accueil, comment ça peut être? Déjà, pour avoir un accueil professionnel digne de ce nom, Oui. ça part déjà
sur trois piliers. Oui. Le premier pilier, c'est tout ce qui tourne autour de la communication non verbale. Oui. Et quand on parle de communication non verbale, ça met en évidence déjà la présentation de ces personnes qui sont en contact avec les clients. Est-ce que ces personnes sont habillées professionnellement? Il y a des codes. C'est pour ça que certaines entreprises ont des dress codes bien définis et bien particuliers. Et en dehors de la présentation personnelle de ces personnes en contact avec les clients, Oui. il y a également le sourire. Et c'est le premier élément que le client va vraiment regarder. Quand on accueille, on doit forcément sourire au client. Et c'est ça qui va mettre en confiance le client. Et il y a également le ton avec lequel on va parler au client. Et donc, en dehors de ce point non verbal, il y a aussi l'aspect verbal. Et l'aspect verbal va aller sur ce que tu vas dire au client. Est-ce que vous parlez bien au client? Qu'est-ce que vous dites au client? Est-ce que le client arrive à comprendre tout ce que vous lui dites? Dans quel langage vous parlez au client? Est-ce que c'est des langages très professionnels au point où le client se perd? Et ce qui est recommandé, c'est de vraiment parler un langage très simple, un français très simple. On n'a pas besoin de faire comprendre aux clients qu'on a fait Harvard, on a fait ci, mais de parler de manière simple et précise pour que le client puisse comprendre ce que vous véhiculez comme message. Parfait. Merci, et bien sûr, pour ces explications. En un mot, Ouais. le premier point de l'acte marketing, c'est l'accueil. Oui, Il faut bien accueillir la personne. Hein? bien sûr. En rentrant à l'entrée de l'immeuble, vous avez fait le constat? Oui. Vous avez été bien accueilli? Bien sûr, j'ai été bien On va pas accueillie. faire... on va être franc. Hein? Oui, bien Oui. sûr. J'ai été bien accueillie. Il y a le vigile qui m'a même ouvert la porte Oui. et m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Parfait. Et je lui ai dit, je vais voir Monsieur Mathieu pour Une émission. Voilà, pour une émission. Et il m'a dirigé vers l'accueil. Il a précisé, allez tout droit, la première porte à votre droite. C'est top. Au rez-de-chaussée. Oui. Arrivé là-bas, Oui. les charmantes dames qu'on a à l'intérieur, elles vous ont servi ce qu'il vous faut? Absolument. Et j'ai même eu à leur faire cette remarque que elles m'ont bien accueilli parce que de nos jours, quand on rentre dans les administrations, quand on rentre même dans les entreprises privées, on n'a pas forcément ce sourire, ce bel accueil qu'on nous réserve. Et ça m'a tout de suite accroché. Et il y a une dame qui me demande, mais ça va de soi. Je dis oui, en temps normal, ça va de soi. Mais ce qu'on remarque souvent sur le terrain, c'est pas ça. Donc ça fait que moi, quand j'arrive quelque part et qu'on m'accueille correctement, je dis toujours que c'est bien fait. Voilà. C'est bien. Ça, c'est une réalité vécue, hein, le groupe Si. New World Télévision. Tout à Merci d'être sur ce plateau. Il vous est arrivé de faire un tour dans les banques en place, dans certaines sociétés, l'accueil qu'on vous sert en place ici, et si vous êtes demandé de les apprécier, que diriez-vous? En réalité, sur l'Afrique francophone, je vais vraiment faire la distinction entre l'expérience qu'on vit en termes d'accueil dans la zone francophone de l'Afrique et dans la zone anglophone. Je vais dire que quand vous allez au Togo, quand vous allez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans la zone francophone, si je dois noter l'accueil, je noterai l'accueil sur 5 sur 10. Dans les pays d'Afrique francophone. Voilà. Oui. Mais quand on sort de la zone francophone et quand on rentre dans la zone anglophone, l'approche est carrément waouh, je vais dire. Et je donnerai même 9 sur 10. Qu'est-ce qui n'a pas, entre-temps, Oui. marché dans ces pays francophones-là?
De par l'expérience que moi j'ai eue, parce que j'ai eu à mener des enquêtes de satisfaction dans le cadre de mes clients, lorsqu'on pose quand même des questions où on fait des enquêtes mystères et quand on va vers le personnel en contact avec les clients, c'est qu'on a remarqué que ces personnels en contact avec les clients pensent que servir les gens de manière générale, c'est une forme d'esclavage, c'est une forme de servitude. Donc du coup, ça froisse les gens. On se dit, bon, moi je suis à l'accueil et quand vous venez, si je vous accueille bien, si je suis en train de vous sourire, c'est comme si vous êtes au-dessus de moi. Donc, c'est aussi culturel parce que les gens pensent que quand on est au service des autres, c'est qu'on est moins placé que ces autres. Alors que dans la zone anglophone, la réalité est tout autre. Parce qu'eux, ils pensent que servir les gens, c'est une grandeur même d'esprit. Et si on veut même aller sur le leadership, un leader, c'est cette personne-là qui est au service des autres. Donc, c'est cette mentalité qu'on vit dans la zone francophone de l'Afrique. On se dit, quand on sert, quand on accueille, c'est qu'on se diminue, alors que la réalité est tout autre. Nous allons nous intéresser, bien sûr, aux stratégies et outils, explorer les mécanismes concrets pour créer une bonne expérience en la matière. Quels sont donc les outils marketing qui permettent aujourd'hui pour créer d'anticiper carrément et de mieux comprendre les attentes du client? Ok. Moi, je dis généralement aux entreprises que j'accompagne que la première personne qui est concernée dans la gestion de la relation client, c'est bien le client. Et donc, pour mener une stratégie customer care ou une stratégie de relation client digne de ce nom, va falloir vraiment co-construire avec les clients. Et ça voudra dire quoi? Qu'on va aller demander aux clients, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous appréciez chez nous? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour que vous viviez les meilleures expériences avec nous? Et la première des choses à faire, c'est d'aller vers les clients avec des enquêtes de satisfaction. Et depuis longtemps, on est resté toujours dans l'enquête de satisfaction classique où on envoie des formulaires d'enquête à remplir. À renseigner et puis ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Il faut nous poser des questions. On va parler. Maintenant, les boîtes à suggestions, même dans les entreprises, ça devient de plus en plus rare. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Ça permet quand même d'avoir une autre appréhension de ce qui est servi par le personnel et ce qu'on a comme réalité dans la boîte à suggestions. Absolument. Il y a des boîtes de suggestions dans les entreprises, mais qu'est-ce que ces entreprises-là font vraiment de ces suggestions que les clients font? J'ai cité, par exemple, les enquêtes de satisfaction. Il faut que les entreprises aillent au-delà des enquêtes de satisfaction classiques, c'est-à-dire envoyer des formulaires à remplir. Beaucoup de personnes ne remplissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, même quand on remplit, qu'est-ce qu'ils font de nos retours? Et donc, quand on fait les enquêtes de satisfaction, aller vers les clients, poser les questions aux clients. Et là, c'est la base. Maintenant, qu'est-ce que les entreprises font de ces retours de ces clients? Quand les clients parlent, il faut que les entreprises puissent analyser ces données et prendre des décisions qu'il faut pour pouvoir aller dans l'attente de ses clients. Un client qui vous dit que à chaque fois qu'il vient à l'agence, qu'il est mal accueilli. Bon, il va falloir quand même faire des enquêtes ou mener des actions pour comprendre pourquoi le personnel fait ceci. Est-ce que le personnel n'est pas formé? Est-ce qu'il faut former le personnel et faire la formation? S'il s'avère que c'est le personnel qui n'est pas renforcé en termes de capacité, il va falloir poser une action qui est de former
ce personnel. Donc, derrière les enquêtes de satisfaction, il faut aller au-delà. Il faut analyser les données, les retours de ces clients et aller répondre aux attentes de ces clients lors de ces enquêtes de satisfaction. Comment une entreprise, n'importe quelle entreprise, peut-elle harmoniser son marketing digital et son accueil physique, par exemple? Alors, généralement, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que ce que les marques communiquent sur les réseaux sociaux est en déphasage avec ce que les clients vivent sur le terrain. Oui. Et donc, pour répondre à cette question, pour que le marketing soit en phase avec l'accueil, il va falloir qu'il y ait de l'harmonie. Ce qu'on propose aux clients ou bien ce qu'on promet aux clients lors des communications marketing. Je donne un exemple. Quand vous dites que on est en train de faire une promotion qui couvre le mois d'octobre du 1er au 30 et que le 28, le client arrive en agence et on lui dit le stock est fini. Vous voyez un peu le décalage. Il y a un souci. Donc, ce qui est recommandé, c'est que quand vous êtes en promotion et que vous remarquez que votre stock est fini, réécrivez une autre communication sur les réseaux sociaux ou sur le canal par lequel vous avez informé vos clients qu'il y a une promotion pour dire que le stock est fini. De sorte que quand un client veut se déplacer pour aller vraiment vivre cette promotion, qu'il sache que la promotion a été écourtée parce que les produits ont été écoulés. Donc, pour résumer, il faut que la communication, le message qui passe sur les réseaux sociaux ou sur les canaux de communication en termes de marketing, que l'entreprise fasse tout pour que les clients puissent vivre les mêmes expériences quand ils arrivent en agence ou au téléphone ou par mail. Alors, quel type de formation aujourd'hui ou de dispositifs sont indispensables pour assurer une qualité d'accueil durable dans une structure, dans une entreprise quelconque? D'abord, il faut partir sur la base de posture professionnelle. Lorsqu'on forme sur la posture professionnelle, ça vient remettre tout le personnel dans déjà la communication non verbale, comment se tenir devant les clients, comment se présenter, comme je l'avais dit, et aussi sur la communication verbale. Et qu'est-ce qu'il faut dire aux clients et avec quel ton et qu'est-ce qu'il ne faut jamais dire aux clients. Et lors de mes formations, il y a des phrases que je partage avec les formés qu'il faut jamais dire aux clients. Donc, en dehors de la formation sur la posture professionnelle, il faut aussi former sur l'accueil. Il faut également former sur comment traiter les clients difficiles ou comment traiter les situations conflictuelles parce que au-delà de tout, la relation client, c'est avant tout une relation humaine. Et dans chaque relation humaine, quel que soit le niveau de confiance, il y a des moments où tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, quand ces situations conflictuelles vont se présenter, quelles sont les étapes ou quelles sont les attitudes? Comment est-ce que le personnel doit pouvoir résoudre ces problèmes pour que la relation puisse vraiment continuer? Et de ce que je sais, c'est que quand il y a des situations conflictuelles, le client a un pas dehors et un pas au sein de l'entreprise. Et c'est la manière dont vous réussissez à résoudre le problème, à gérer ces situations conflictuelles. C'est ça qui va déterminer à ce que le client puisse ramener l'autre pied qui est en train de partir chez le concurrent ou partir carrément chez le concurrent. Donc, il faut former également sur comment traiter les situations conflictuelles et aussi former les leaders, les top management sur le leadership orienté client. Parce qu'aujourd'hui, pour que la base puisse comprendre l'importance du client ou de la culture client, il faut que le management puisse vraiment
comprendre, s'approprier même de l'importance de la relation client pour pouvoir prendre des décisions et transmettre cette culture à la base. Voilà. Madame, ici, on va faire un tour sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs boutiques en ligne, aujourd'hui des ventes en ligne, ça et là. Il vous arrive de voir un peu ce qui se passe, l'accueil d'abord, l'échange après, et puis ce qui en suit après. Oui. Vous voyez un peu? Oui. Et si vous êtes arrivé d'apprécier cette vente en ligne qui consiste à dire telle personne que lui, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas... Voilà. Et soit on passe la commande n'a pas été récupérée. C'est lui ou celle qui vend, se met en boule et puis commence par déblatérer des choses pas possibles. Oui, c'est quelque chose qui se passe et qui est récurrent. On va sur le net. Tout le monde aujourd'hui achète sur le net, achète sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on vit sur les réseaux sociaux, des fois même, on commande, des fois on nous chauffe même. Oui, le livret, on a remis au livret, mais c'est le livret qui vous a pas livré. Et des fois même, ce qu'on vous livre ne reflète même pas l'image de ce que vous avez commandé. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est très réel aujourd'hui. Et donc, faut-il les former? Exactement, il faut les former. Parce que c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on ne voit pas le client, qu'on est amené ou bien qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec le client. Quoi qu'on dise, que ce soit en présentiel ou sur les réseaux sociaux, un client qui n'est pas satisfait ne reviendra pas aujourd'hui et demain. Et quand le client ne revient pas, ce n'est pas que le client qui ne revient pas. Il en parle autour de lui. C'est le bouche à oreille négatif. Ah, moi j'ai acheté chez ce monsieur, la qualité n'était pas bonne. Donc les gens vont boycotter ton produit ou ton service. Donc, qu'on soit sur les e-commerce, sur les réseaux sociaux ou pas, il faut se faire former. Il faut comprendre l'importance de vraiment aligner tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux par rapport à ce que le client vit. Et nous, on forme sur tout le parcours du client. Quand on parle du parcours client, c'est toutes les étapes par lesquelles le prospect passe pour acheter jusqu'à être fidèle à l'entreprise. Donc, c'est important de se former. Ça vous permet d'avoir la main sur ce que vous êtes en train de faire, de savoir comment le faire et de faire dans les règles de l'art. On va s'intéresser maintenant aux défis et enjeux du domaine. Identifier les obstacles et les solutions par la même occasion. Quelles sont donc les erreurs les plus fréquentes aujourd'hui en matière d'accueil et de gestion que vous rencontrez dans le domaine? OK. Les erreurs qu'on rencontre très souvent, c'est que quand vous arrivez dans une entreprise, on ne vous sourit pas. Il n'y a pas de... Premièrement, on ne vous sourit pas, l'accueil est naze. Deuxièmement, il n'y a pas de signalisation, c'est-à-dire vous arrivez, vous ne savez pas vraiment vers où vous dirigez, où est-ce que vous allez pour demander des renseignements, c'est où l'accueil, c'est où chez le chef d'agence, et vous êtes perdu dans un rôle où il n'y a aucune signalisation. En dehors de ça, ce qui dégrade l'accueil au niveau des institutions ou au niveau des entreprises, c'est aussi le fait que les collaborateurs parlent de autre chose devant le client. Le client est là, mais on est collègues et on parle, on cause carrément, on oublie le client. Vous voyez, c'est des erreurs qu'on ne doit pas commettre lorsque un client est là. Et le dernier point ou la dernière erreur que je vais partager sur le plateau, c'est le fait d'ignorer le client. Le client est là. Peut-être que on est en train de traiter sa transaction, mais il y a un problème de connexion. On trouve ça généralement dans les banques et autres. Il y a un problème de connexion. On ne dit rien au client. Le client est là.
Est-ce que... J'ai été victime il y a quelques jours. Voilà. J'ai passé plus d'1 heure. Hein. On ne me dit rien. Finalement, j'ai cherché à rencontrer le chef d'agence. On m'a dit non, que j'ai pas le droit de... J'ai dit non, mais quand même, vous nous faites attendre inutilement. J'ai passé plus d'1 heure de temps. Et puis quand le chef descend et puis me voit, il dit ah, c'est tel monsieur, il y a quoi comme problème? Ah ouais. Et puis lui m'a carrément pris et puis j'étais allé dans son bureau, j'étais là, il m'a servi en 5-10 minutes, c'est bon. C'est ça. J'ai rien compris de l'attitude, mais je me dis, vous qui êtes des professionnels dans le domaine, et c'est ce qui amène à penser à un client difficile. La gestion dans ce contexte, comment est-ce que ça se passe? Oui, avant de revenir sur, ou bien avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi ajouter le fait que aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans une entreprise, pour mériter le sourire, on tient compte de ton habillement, l'apparence du client. C'est-à-dire quand vous venez bien habillé, costume ou basin, des marques, vous prenez un sac, je dirais, je ne fais pas la publicité d'aucune marque, mais des sacs de marque, c'est en ce moment que vous méritez un sourire, vous méritez une bonne prise en charge. Mais en réalité, ça ne doit pas être le cas. Qu'on soit bien habillé, qu'on soit habillé simple ou pas, tous les clients sont appelés à être pris en charge sur le même pied d'égalité. Oui. Alors, je vais répondre à la question comment gérer les clients difficiles. Oui. C'est normal que lorsque le client arrive et que le client se sent frustré, qu'on qualifie ce client de difficile. De façon générale, c'est quand le client ne trouve pas satisfaction que certains arrivent à sortir en fait de leur, je veux dire, n'arrivent pas à se contrôler et commencent. Voilà. S'énerve un peu, hein. C'est vrai. Oui. Et pour gérer ces situations, premièrement, il faut rester calme. Il faut laisser le client aller au bout de sa frustration. Oui. Généralement, quand le client est énervé, il part. Il ne faut jamais couper la parole au client. On laisse le client aller au bout de ses frustrations, déballer tout. Et quand le client finit de vraiment faire part de sa frustration, la prochaine étape, c'est de présenter des excuses au client. Dire, nous sommes désolés pour le désagrément qu'on vient de vous poser. Et maintenant, chercher à reformuler en fait la plainte du client. Si je comprends bien, vous êtes mal à l'aise parce que votre paiement a eu un retard ou votre virement sur le compte a eu un retard. Oui, et s'il y a explication, donnez l'explication et la prochaine étape, c'est de trouver une solution au client. Et quand vous arrivez à trouver une solution au client, vous remerciez le client d'avoir fait part à ses incompréhensions. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que les plaintes, c'est une opportunité pour les entreprises de s'améliorer. Parce qu'un client qui se plaint, derrière, il y a d'autres clients qui vivent les mêmes frustrations, mais qui n'ont pas eu le courage d'en parler. Et donc, dire au client que votre plainte ou bien votre insatisfaction nous permet de nous améliorer, ça permet au client demain d'avoir encore le courage de parler. Parce que quand le client ne parle pas, il part. Et vous, c'est l'entreprise qui va vraiment récolter les pots cassés. Et quand vous trouvez une solution au client, vous le remerciez d'avoir eu le courage de vous poser la plainte. Vous ramenez le client, vous remerciez le client, vous le ramenez. Si c'est en présentiel, vous ramenez le client à la porte. Vous dire à la prochaine. Dans un contexte africain ou particulièrement togolais, quels défis spécifiques observez-vous dans l'amélioration de l'accueil? Le plus gros challenge aujourd'hui, c'est que le top management doit pouvoir faire en sorte que l'entreprise soit dans une logique de culture centrée sur client. Quand je parle de culture centrée sur client, c'est le fait que au sein de l'entreprise, que tout le monde puisse comprendre que si on est là aujourd'hui, c'est
à cause du client et que le client est notre raison d'être. Et on parle de culture centrée sur client lorsque toutes les stratégies, les décisions que l'entreprise arrive à prendre, c'est dans la logique de satisfaire le client. Bref, le client est au centre de toutes les stratégies de l'entreprise. Donc, le plus gros challenge aujourd'hui, c'est de tout faire pour que les entreprises soient centrées sur client. Et en dehors de ça, il faut que les entreprises aient des politiques clients. Pourquoi avoir des politiques? Les politiques permettent à ce que tout le personnel comprenne ou bien savent quoi faire à ce moment précis. Oui. Parce que ce qui pose aussi ce problème, c'est que tout le monde fait les actions par rapport à la tête du client, par rapport à son humeur. Si je me réveille bien aujourd'hui, oui, je vais bien accueillir le client. Si j'ai un problème avec mes enfants aujourd'hui, j'arrive, je déverse sur tout le monde. Mais quand il y a des standards sur lesquels l'entreprise doit tourner, les standards que les employés doivent respecter pour pouvoir servir les clients, que vous soyez de bonne humeur ou que vous ne le soyez pas, vous savez que quand vous arrivez dans cette entreprise, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, c'est comme ça qu'il faut servir. Et le dernier challenge, c'est que le top management puisse aussi mettre un point d'honneur ou avoir un budget pour la satisfaction client ou tout ce qui est relation client. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'exercice de ma fonction, il a été toujours question d'entendre que on n'a pas de budget. On préfère avoir des budgets pour le commercial que le budget pour tout ce qui est relation client. Alors que quand on a un budget pour le commercial va recruter des nouveaux clients. Mais l'autre chose la plus importante, c'est que lorsqu'on recrute les clients, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ces clients, demain, ils vont repartir à la concurrence ou vous allez aussi avoir un budget qui va permettre à ce que ces clients recrutés soient fidélisés à travers la satisfaction ou l'expérience que ces clients vivent avec vous? C'est bien. Comment mesurez-vous concrètement maintenant la satisfaction client et la qualité d'accueil? Ok. Le premier, je vais dire, le premier KPI ou d'indicateur d'évaluation de la satisfaction client, c'est de faire des enquêtes mystères. C'est-à-dire, quand je parle d'enquête mystère, c'est de prendre un cabinet. Oui. Qui va vraiment se mettre dans la peau du client et qui visite ces entreprises pour voir comment le personnel en contact avec les clients interagit avec eux. Et c'est là où on voit les failles. Est-ce que le personnel parle bien aux clients? Est-ce que le personnel maîtrise bien la posture professionnelle? Est-ce que le personnel connaît bien nos produits ou nos services? Bref, savoir ce qui est OK, ce qui est à améliorer. Ça, c'est le premier point. Oui. Les enquêtes mystères. En dehors de ça, il faut mesurer le taux de satisfaction des clients. Et la plus simple manière de le faire, c'est de poser des questions aux clients. Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de nos produits, par exemple, si c'est le produit que vous voulez évaluer, ou est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de la relation que vous avez avec nous? Et ça permet à calculer le taux de satisfaction. Combien de clients sont satisfaits par rapport à la base clientèle que vous avez? En dehors de ça, le dernier que je vais partager avec vous, c'est le NPS, le Net Promoter Score. C'est l'indicateur qui montre ou bien qui viendra évaluer la proportion de vos clients qui sont prêts à vous recommander. Parce qu'on ne peut pas recommander si on n'est pas satisfait. Voilà, donc si les clients disent, la plus grande partie disent qu'ils sont prêts à vous recommander, c'est que derrière, ils sont satisfaits. Donc, de façon
ramasser ou en résumé, il faut faire des enquêtes mystères. Il faut aussi mesurer le taux de satisfaction et le NPS. C'est bien. On va s'intéresser au dernier volet, bien sûr, de cette émission, Innovation et tendance, ouvrir sur l'avenir et voir un peu les transformations, les nouvelles approches. Et quand on parle de ces points-là, quelles sont les nouvelles tendances internationales en matière, bien sûr, de l'expérience client? Aujourd'hui, les nouvelles tendances vont aller sur tout ce qui est technologie. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde vraiment digitalisé, dans un monde où il y a l'IA et tout. Donc, les nouvelles tendances sont dans tout ce qui est innovation. Et premièrement, on va parler de la digitalisation des process. Et si on remarque aujourd'hui qu'il y a des tâches répétitives qui arrivent au niveau de l'entreprise, on va voir avec la technologie comment faire pour pouvoir vraiment digitaliser cette tâche. Ça permet de gagner du temps, d'aller beaucoup plus vite. En dehors de ça, toujours avec la digitalisation, on peut donner la main au client de ce service. Ça, c'est la partie self-service. Le client n'a plus besoin de venir en agence ou bien de vous appeler pour demander un service. Quand je prends l'exemple des banques, par exemple, le solde. Le client n'a plus besoin, avant la digitalisation, le client va se déplacer, ne serait-ce que pour vérifier si un virement qu'il attend de l'extérieur est arrivé. Mais aujourd'hui, avec les innovations, le client, avec son portable déjà, peut questionner ou bien peut accéder à son compte et vérifier le solde. Oui. Donc, ça libère aussi. En dehors de ça, il y a les IA. Et donc, avec IA, on peut utiliser les chatbots pour pouvoir communiquer et échanger avec les clients sur un certain nombre de sollicitations. Et là, je vois beaucoup plus avec Orange, où vous pouvez converser avec un chatbot sur WhatsApp. Vous avez un problème avec votre ligne, vous n'avez pas besoin de prendre le téléphone et d'appeler ou d'aller faire la queue pour pouvoir signaler. Vous allez juste dans le WhatsApp, vous communiquez, on vous demande des informations et c'est réglé. Et s'il faut aller au-delà et appeler ou faire intervenir un technicien, on le fera. Mais si c'est juste quelque chose qu'on peut régler par échange, la plupart du temps, ça se passe bien. Et donc, c'est les grandes tendances aujourd'hui, et on parlera aussi du CRM. C'est le logiciel qui permet de gérer toutes les interactions avec les clients. Et grâce à ça, on peut avoir les préférences des clients. Qu'est-ce que le client commande de plus en plus et qu'est-ce qu'on peut faire avec les données de ces clients pour pouvoir faire des actions marketing, des actions de fidélisation. Donc tout tourne, les grandes tendances tournent autour de tout ce qui est technologie et IA. Alors l'accueil personnalisé aujourd'hui est-il devenu une obligation pour fidéliser ou bien rester compétitif? Absolument, parce qu'aujourd'hui, avec la concurrence très rude, les clients ne veulent plus être juste un numéro. Moi, je dis même que lorsque le client ressent que il n'est qu'une machine ou un numéro à produire des revenus, là, c'est qu'il y a un problème. Il va falloir vraiment personnaliser les interactions avec le client. Et ça se passe comment? Et même dans les échanges avec le client. Appeler le client par son nom, par son titre, ça rend vraiment unique. Le client se sent considéré unique. Et dans ce lot de 1000 clients ou 500 000 clients que vous avez. Et ça change tout. C'est ça qui crée aussi un lien entre le client et la marque. Et si on veut même aller au-delà de ça, personnaliser, c'est de pouvoir vraiment regarder ce que le client, les habitudes du client. Et par rapport aux habitudes du client, pouvoir proposer des produits personnalisés à ce client. Et si je peux me permettre de donner un exemple. Oui, si vous êtes, par exemple,
un magasin prêt-à-porter et que moi, je suis cliente. Je viens, à chaque fois que j'achète un habit dans le panier, vous remarquez quand même qu'il y a la couleur rouge dans tout ce que je choisis. À un moment donné, vous allez comprendre que ma couleur préférée, c'est le rouge. Et dans cette remarque que vous avez faite par rapport à ma couleur préférée, qu'est-ce que ça vous permet de faire? C'est de pouvoir me proposer, lorsque vous recevez des articles dans ma taille, par exemple, et dans la couleur rouge, vous n'allez pas attendre que moi-même je vienne sur le site ou bien dans la boutique pour acheter. Vous allez juste m'envoyer dans mon inbox les photos ou les images de cette tenue, sachant bien que je ne résiste pas au rouge. Et donc ça, c'est anticiper. La personnalisation permet d'anticiper les besoins et les attentes du client. Et c'est ce qui marche aujourd'hui. Si une marque arrive à personnaliser ses interactions avec les clients et à anticiper sur ses besoins, cette marque ne peut que vraiment gagner et aussi renforcer ses liens avec ce client. Vous êtes ici et un homme. Dit Madame Diallo, qu'est-ce que vous aurez souhaité dire que je n'ai pas pu poser comme question? J'avoue qu'on a fait le tour de ce sujet, quand bien même quand on est passionné par un sujet, on peut passer toute une journée à en parler, mais je pense qu'on a abordé tous les grands aspects de cette thématique. Mais s'il y a quelque chose à ajouter, c'est de dire ou bien de convier les chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont conscients du rôle ou de l'importance de l'accueil, de la gestion de la relation client, de dépasser en fait l'étape parole et d'allier les actions à ces paroles. Parce que généralement, tous les décideurs de ces entreprises sont conscients de l'importance de la gestion de la relation client. Mais comment faire pour que ces paroles ou bien cette conscience-là puisse se traduire dans les actions de tous les jours au sein de l'entreprise? C'est là le véritable challenge. Donc, si j'ai quelque chose à dire, c'est de les convier vraiment à mener des actions pour allier ces pensées ou cette prise de conscience à des actes concrets sur le terrain et de faire vivre les meilleures expériences à leurs clients. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir est pour moi de partager ce plateau avec vous. J'espère revenir très bientôt sur un autre thème ou une autre thématique. Merci bien. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et merci à vous ici, Enyonam Kodji, Madame Diallo. Vous êtes bien sûr experte en marketing et relations clients. Nous retiendrons bien sûr pour le compte de cette émission aujourd'hui que le marketing et l'accueil ne sont plus deux mondes séparés. Ils sont les deux faces d'une même stratégie concentrée sur une ambition majeure, créer une entreprise qui marque et qui fait revenir le client. L'accueil n'est plus un simple geste, mais carrément c'est un acte stratégique et l'entreprise qui place le client au centre dès la première impression crée une valeur durable. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. À très vite pour un autre point.